Lentement, les luttes en pays Kabylie tendent vers la fin. Ce mercredi, c'était l'étape des demi-finales à Pia et des dernières empoignades dans le canton de Bou. Et tout ceci sous le regard du chef de l'État, Fabrice Zimna Nyazingbe. À Lomé, la rencontre nationale de réflexion sur les réformes institutionnelles et politiques initiées par le H-Kroon se poursuit également. À ce troisième jour, les différents acteurs ont pu cerner les enjeux de la mise en œuvre de ces réformes dans notre pays. Et puis, le secteur minier emploie depuis plusieurs années déjà les femmes. Aujourd'hui, celles-ci de l'espace Uyomoua sont réunies à Lomé pour une meilleure promotion de leurs droits. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, sachez que l'heure était aux demi-finales du côté de la COSA. Les demi-finales donc pour les luttes Evala dans le canton de Pia. Des empoignades ont eu lieu entre des coalitions comme Akeila, Okiude, Nyama et Djamde sur le terrain de l'école centrale et du côté du terrain dit rouge. La coalition Kajeka, Awidna et Koda a affronté celle de Pita. Nous tout ceci sous le regard du chef de l'État. Et l'heure était également à la finale aux dernières empoignades du côté de Bou. Nous reviendrons tout à l'heure sur les résultats de ces différentes empoignades dans le courant de cette édition. Je vous le disais également en titre, c'est le troisième jour ce mercredi de la rencontre nationale de réflexion et d'échange sur les réformes institutionnelles et politiques. Cette journée a été consacrée aux enjeux et défis de la mise en œuvre de réformes dans le processus de réconciliation dans notre pays. Mais hier, les débats ont porté sur la République de demain, la capitalisation des bonnes pratiques. Le Togo s'appuiera sur les expériences du Ghana et du Maroc. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Aimé Abel. Deuxième jour des rencontres nationales sur les réformes institutionnelles et politiques au Togo. Les travaux ont été marqués par 3 panels. Les 2 premiers ont porté essentiellement sur la République de demain dans sa conception et la capitalisation des bonnes pratiques, expériences d'ici et ailleurs. S'étant fondé sur l'importance de la révision constitutionnelle dans le processus de réforme institutionnelle, M. Kupopa a analysé successivement la procédure unilatérale de révision qui lui semble risquée et celle dite concertée qui lui semble souhaitable au regard du contexte actuel. Pour le second présentateur, M. Joseph Obeng Poku, le mouvement des réformes commence par l'intention d'éliminer les obstacles au changement, ou du moins d'améliorer les résultats du changement. Il précise que si les réformes émanent des hommes, elles sont délibérément voulues et planifiées. Elles ne sont ni naturelles ni accidentelles. Le Maroc et le Ghana ont exposé leur expérience en matière de réforme et de réconciliation nationale. Le troisième orateur, M. Abdelak Mouchadak, a résumé l'histoire du Maroc avant et après 1990. D'après ses propos, la première période a débuté à l'indépendance du Maroc en 1956. Elle fut caractérisée par des violations des droits de l'homme. La période après 1990 est dominée par la question des réformes suscitée par Feu Hassan II, roi du Maroc. M. Mouchadak a souligné que la réforme n'a été effective qu'à partir du moment où les acteurs politiques
ont compris la nécessité du vivre ensemble. M. Aladjiyar a consacré son exposé à l'expérience du Ghana en matière de gouvernance locale et des réformes législatives. Sa présentation a porté sur l'établissement d'un lien entre la démocratie et la décentralisation, les piliers de la décentralisation, les expériences ghanéennes en matière de gouvernance locale et de réformes législatives, les principaux défis auxquels le Ghana a été confronté et les leçons de tentative dans la résolution des défis identifiés. Dans son intervention intitulée « La mise en œuvre des recommandations de la CVJR au sein des FAT », le lieutenant-colonel Inoussa Djibril a affirmé que bien avant les recommandations de la CVJR, l'armée était déjà, début 2005, entrée dans un processus de réforme dont l'objectif est d'optimiser ses capacités d'action en faveur d'une meilleure protection des citoyens et de l'État. Autre sujet qui a suscité débat et réflexion, c'est bien les différents régimes politiques et la question du mandat. On ne peut pas parler de réforme sans toucher à la question de la Constitution. La Constitution en vigueur dans notre pays ne s'inscrit ni dans le régime présidentiel ni dans le régime parlementaire. C'est en quelque sorte une copie un peu pervertie de la Ve République française. Donc j'ai présenté le régime parlementaire tel que on le connaît selon la théorie de la séparation des pouvoirs, le régime présidentiel également dans le même sens. J'ai essayé de montrer un peu que dans le contexte africain, il y a des régimes qui sont un peu atypiques. J'ai parlé de la constitution togolaise dans sa première version, la version originale, et la version modifiée, notamment la modification du 31 décembre 2002. Et c'est cette version modifiée qui a posé réellement le problème de la limitation du mandat parce que on avait sauté le verrou de la limitation et également du mode de scrutin, c'est-à-dire on est passé du scrutin à 2 tours au scrutin à 1 tour. Maintenant, la question c'est de savoir quelle est la perception des acteurs politiques sur la question du mandat, la limitation du mandat et du mode de scrutin. Toujours, selon le panéliste, l'origine de la classification des régimes politiques viendrait de la distinction souple ou rigide des pouvoirs. Faut-il continuer avec de telles pratiques? L'orateur, tout en privilégiant le régime parlementaire, caractérisé par la neutralisation du pouvoir présidentiel, a laissé à ses interlocuteurs le choix de donner libre cours à leur interprétation et réflexion personnelle. Voilà donc le point des travaux du deuxième jour de la rencontre nationale d'échange sur les réformes institutionnelles et politiques initiées par le HCRON, une rencontre qui se poursuit jusqu'à vendredi prochain. Pour une meilleure gestion du volontariat en Afrique, les responsables du volontariat de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays francophones, lusophones et hispanophones d'Afrique échangent leurs expériences depuis ce matin à Lomé. Ensemble, ils vont trouver les stratégies pour faire profiter le volontariat non seulement à la société, mais aussi au volontaire lui-même. Les précisions avec Dodo Wari et Nathalie Panégé. Le volontariat est un moyen efficace pour réduire le chômage et appréhender les défis liés au développement. La Croix-Rouge l'a si bien compris et s'engage dans une gestion efficace des volontaires. Les responsables du volontariat de cette institution et ceux du Croissant Rouge échangent sur les nouvelles stratégies
à adopter pour relever les défis auxquels fait face le volontariat en Afrique? Il faut toujours chercher à mieux faire. Et nous avons conduit sur le plan international des évaluations, des recherches. Nous avons identifié un certain nombre de défis qui sont liés à la manière dont nous organisons les volontaires, à la manière dont nous les utilisons, et qui sont également liés au fait que la situation dans le monde est en train de changer. Donc nous avons identifié le besoin d'adapter nos stratégies et nos outils. Pendant 3 jours, les participants seront édifiés sur plusieurs aspects de la thématique, pouvant permettre une gestion efficiente et une autonomisation des jeunes diplômés. On va parler par exemple de toutes les questions de sécurité des volontaires quand ils font les actions, de comment il faut recruter, comment il faut après motiver les volontaires, quelles sont les actions que on peut faire, comment on peut les former, dans quels aspects il faut les former. Un guide pratique et des outils pour la sécurité des volontaires seront élaborés à la fin des travaux pour le développement du volontariat au niveau national et sous-régional. Je vous l'annonçais également, le réseau ouest-africain des femmes du secteur minier de l'UEMOA est en réunion d'échange depuis hier à Lomé. Rencontre pour permettre aux membres de mutualiser leurs expériences diverses pour promouvoir le rôle de la femme dans ce secteur à dominance masculine. Luc Cassi, Prudence Zinsou. Les femmes du secteur minier de l'espace UEMOA partagent leurs expériences professionnelles. Il s'agit pour elles de faire l'état des lieux du programme d'activité triennal 2015-2018 mis en place par le réseau ouest-africain des femmes du secteur minier UEMOA. Ce programme ambitionne capitaliser les ressources minières et optimiser les retombées du secteur dans l'économie de chaque pays membre, puis valoriser les femmes dans ce domaine d'activité. Et pour la bonne marche du réseau, l'instance dirigeante élue en septembre dernier a été installée dans ses fonctions. Le défi à relever est de montrer que les femmes aujourd'hui font pratiquement les mêmes travaux que les hommes. Mais au-delà de ça, relever le défi qui est aussi de promouvoir l'artisanat minier et par rapport aux femmes. Avant donc l'installation du bureau, nous avons montré tout ce que les associations de chaque pays font. Justement, les délégations du réseau venues de toute l'Afrique de l'Ouest ont visité les infrastructures des sites de concassage et de maraîchage de Damadé, village situé dans la préfecture d'Argou. Ce qu'on a vu aujourd'hui au Togo, on peut le faire dans les autres pays, particulièrement au Sénégal. Parce que si c'est les ressources, ça existe là-bas. Pour le concassage, c'est le granit qu'on est en train de concasser ici. Au Sénégal, la plupart du temps, c'est le basalte qui est concassé ou bien en général du calcaire. Comme on a du granit, nous aussi, on peut nous inspirer de ce modèle et l'instaurer au Sénégal. Déjà, ça va permettre de revaloriser les matériaux de construction de notre pays. Ça va aussi permettre à nos femmes communautaires de pouvoir travailler, de pouvoir être autonomes financièrement parlant. Toutes les associations représentées ont mis en terre de jeunes plans à l'école primaire publique de Damadé. Une initiative de l'association des femmes du secteur minier ou en entreprise du Togo a fait mettre. Cette réunion annuelle des associations des femmes du secteur minier est à sa 3e édition au Togo. Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué conjoint des ministres en charge de l'hydraulique, de la santé et du commerce. En application de la loi numéro 2010-004 du 14 juin
2010 portant code de l'eau, notamment en son article 74 qui stipule, je cite, le captage et la distribution d'eau destinée à la consommation humaine à partir des réseaux privés ainsi que son embouteillage et sa mise en sachet sont soumis respectivement à l'autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de l'eau sur avis du ministre chargé de la Santé. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, le ministre de la Santé et de la Protection sociale et la ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé et du tourisme rappellent une fois encore à tous les producteurs d'eau embouteillée et ou en sachet Pure Water que leur activité est subordonnée à l'obtention d'un agrément interministériel. À cet effet, tous les producteurs non agréés sont invités à se mettre impérativement en règle dans un délai d'1 mois à compter de la date de signature du présent communiqué. Passé ce délai, les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par le Code de l'eau en son article 171. Hors du Togo, c'est peut-être une trêve, mais le calme semble être revenu à Juba. Après 5 jours de combats meurtriers, la capitale du Soudan du Sud ne vit plus au rythme des tirs. L'appel au cessez-le-feu lancé par le président Salva Kiir et son rival Riek Machar semble être respecté, mais la situation des près de 40 000 déplacés reste précaire. Attention, les images peuvent choquer. Selon l'ONU, près de 40 000 personnes ont fui les derniers affrontements meurtriers à Djouba. Et certains ont trouvé refuge dans les sites de protection des civils de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Des femmes et des enfants pour la plupart. Mes enfants souffrent et sont fatigués depuis que nous sommes arrivés hier. Nous étions arbres dehors, il pleuvait des cordes, il y a des femmes avec des poux, les gens ont des poux, les femmes accouchent, on n'a même pas d'eau. Comme elles, tous ont fui les combats, laissant tout derrière eux. Les gens ont très peur pour leur vie. Et aussi, vous savez, je suis venu juste avec mon t-shirt et ce pantalon. Pareil pour tout le monde, nous n'avons rien. Ils ont besoin de vêtements, de quelque chose à manger, surtout les bases, de la nourriture et de l'eau. Pas moins de 2000 personnes se trouveraient sur les sites des Nations Unies de la capitale, aux conditions d'accueil pour le moins sommaires. Vous ne pouvez pas juste apporter des encas aux enfants parce qu'on a passé 3 jours sans rien manger. Et en plus, c'est la saison des pluies. Nous avons besoin d'abris, il faut des camps pour les enfants. S'il vous plaît, je supplie la communauté internationale de voir ce qui se passe dans notre pays parce que c'en est trop pour nous. Selon le Programme alimentaire mondial, 3/4 de la population du Soudan du Sud a besoin d'aide humanitaire après les violences des derniers jours entre forces loyalistes et ex-rebelles. Des affrontements meurtriers dont on ignore encore aujourd'hui le bilan. Le cessez-le-feu signé lundi soir est fragile, mais pour le moment respecté. Le pouvoir a changé de main et de visage en Grande-Bretagne. 6 ans après Margaret Thatcher, c'est une femme, la conservatrice Theresa May, qui prend aujourd'hui la relève de David Cameron au poste de Premier ministre. La nouvelle chef du gouvernement britannique aura le devoir d'organiser la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Big Ben marque les 18h01 et l'arrivée d'un nouveau Premier ministre. Theresa May, accompagnée de son mari Philippe, entre au 10 Downing Street, 26 ans après la première femme d'un gouvernement britannique, Margaret Thatcher. Avec d'entrée de jeu des mots solennels après la fracture du Brexit. Nous croyons en l'union. Le
précieux lien entre l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Pour son prédécesseur, sa dernière journée de Premier ministre débute à midi. Au Parlement, David Cameron fait ses adieux dans une ambiance de franche rigolade ou de faux semblants. Applaudissements, regards complices avec Theresa May, hommage du chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn qui remercie la propre mère de David Cameron pour ses conseils en nœud de cravate et dernière petite blague du partant. Il me reste un dernier meeting cet après-midi avec Sa Majesté la Reine et après mon emploi du temps est incroyablement léger. 16h30, David Cameron quitte définitivement le 10 Downing Street en rendant un hommage appuyé à ses 3 enfants et à sa femme Samantha. Par-dessus tout, je veux remercier Samantha, l'amour de ma vie. Tu as su me garder à peu près sain d'esprit et a été une merveilleuse épouse, mère et femme d'affaires. 17h, il arrive à Buckingham Palace pour remettre sa démission à la reine Elisabeth. À 7 minutes précises, il cesse d'être Premier ministre. 17h25, c'est au tour de Theresa May de venir se présenter à la souveraine. Jupe jaune vif pour elle, robe bleu pâle pour Elisabeth. C'est la reine qui va lui demander de former un nouveau gouvernement, pas celui du Royaume-Uni, mais selon la formule officielle, le nouveau gouvernement de Sa Majesté. Et direction maintenant les États-Unis, où l'heure de la réconciliation semble finalement avoir sonné chez les démocrates. Bernie Sanders apporte son soutien officiel à Hillary Clinton pour la présidentielle américaine. Regardez. Clinton attendait ce moment depuis des semaines. Bernie Sanders appuie finalement l'ex-secrétaire d'État. I am endorsing Hillary Clinton. La bataille des primaires a été rude entre les deux candidats. Malgré les coups portés, Sanders et Clinton enterrent la hache de guerre. Mais le sénateur du Vermont veut que les choses changent à Washington. We will continue to fight for a government. Sa révolution politique a soulevé la passion de millions de jeunes Américains. Il a promis l'assurance maladie universelle, l'université gratuite et un salaire minimum à $15 l'heure. Now that we are on the same side. Le clan Clinton fait des concessions pour s'assurer de l'appui du sénateur du Vermont et du vote de ses 13 millions de partisans. Les familles gagnant moins de $125 000 auront droit à l'université gratuite pour leurs enfants. Coming together. Nous aurons, affirme Sanders, la plateforme électorale la plus progressiste de l'histoire du Parti démocrate. The most progressive platform in the history of the Democratic Party. Hillary Clinton veut maintenant faire sienne certaines idées de gauche de son ancien adversaire. We need to take back the Senate and take back the House. Nous allons gagner, dit-elle, non seulement la Maison-Blanche, mais reprendre aussi le Sénat et la Chambre des représentants. Let's make this happen together and win the election. Hillary Clinton a maintenant tout l'espace et la légitimité nécessaires pour mener le combat de sa vie. Retour en page nationale et direction à Takpamé, où vient d'être lancée la 5e édition de la foire des jeunes entrepreneurs dénommée Adjafi. Une foire qui se déroulera du 26 août au 12 septembre 2016, non pas à Takpamé, mais plutôt à Lomé. Et ce sera une opportunité, une fois encore, d'ouverture aux opérateurs économiques de l'espace UMOA. La cérémonie de lancement sur un commentaire de Yves Aguivivi.
Voici la cérémonie de lancement de la 5e édition de la Foire des jeunes entrepreneurs, une cérémonie tenue à Atakpamé ce 12 juillet 2016 dans la ville des Sept Collines. Prévue pour durer du 26 août au 12 septembre 2016, cette foire qui se tiendra sur l'aire de sport du lycée d'Agonivé à Lomé offre plusieurs opportunités aux opérateurs togolais et de la sous-région. 4 éditions passées, nous avons choisi de lancer la foire à Lomé. Et alors que la foire est une manifestation nationale qui reçoit depuis 2013 les exposants des régions du pays, surtout avec nos partenaires du PNIASA, du FAEG et du PRADEV. Donc il est important que cette année on fasse un clin d'œil à ces partenaires-là, mais aussi à ces collègues entrepreneurs qui opèrent dans les régions, qui ont besoin de visibilité. Donc, la cérémonie d'ouverture officielle qui aura lieu le vendredi 26 août 2016 sera spécialement consacrée aux 5 ans d'existence de l'organisation. Le menu de cette foire fait une place de choix à la promotion des talents. Nous avons initié à cette édition 3 grands événements associés. Le premier, le challenge interécole de talent entrepreneurial. Nous initions aussi le panier vert. Le panier vert est une compétition, un concours, oui, ouvert aux restaurateurs de la foire. 200 000 visiteurs sont attendus à la foire des jeunes entrepreneurs édition 2016, une édition dite spéciale. Elle propose aux 250 exposants de l'espace UEMOA un site totalement rénové et restructuré, un cadre pensé pour que s'exprime le thème de la 5e édition, la compétitivité des entreprises de jeunes dans l'espace UEMOA. De la bonne humeur à présent, ils sont connus sous le nom de sénateurs du rire. Ils sont présents aux événements de tout genre pour apporter leur touche d'humour. Et les sénateurs du rire ont soufflé leur 5e bougie d'existence et c'était à travers une soirée au Palais des Congrès de Kara, une soirée dénommée 100% rire. Nestor Mousson. Fédération internationale de l'idéal en Afrique. Ça ne me donne pas de la distance à un secteur. Ils ont fait leur premier pas sur la scène humoristique en 2011. Aujourd'hui, ils se sont fait un nom dans ce domaine. Les sénateurs du Rire célèbrent leur jubilé de bois, un événement fêté au Palais des Congrès de Kara. Je vais partir d'abord. On va mettre le parole des filles. Est-ce que j'ai pris plaisir pour mettre les filles? Ce spectacle a été encore une fois une confirmation pour dire que le public de Kara est derrière nous, il nous soutient. Merci, nous nous disons que merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant et merci aussi à ce public de Kara qui a bien voulu faire le déplacement malgré cette pluie, cette période de pluie qui a un peu menacé, mais les gens ont tenu venir voir ce que nous pourrons donner au cours des 5 ans que nous avons été humoristes et que nous continuons par l'être. Les sénateurs du Rire n'étaient pas seuls. D'autres humoristes sont venus partager ce jubilé avec eux. Bon, quand il est rentré, il était en bazin jaune brodé. Or, en Chine, quand tu es en bazin jaune brodé, ça veut dire que tu es maître karaté. Quand il y avait un karatékaman là-bas, on le saluait comme ça, on le saluait. Lui aussi voulait saluer. Mais pour saluer à Kotokoli, on dit Assalamu alaikum. Or, Assalamu alaikum en Chine, ça veut dire je suis prêt, attaquez-moi. En fait, ce sont nos petits frères qui nous respectent, qui respectent le métier et qui ont
qui ont pris le pas de comment nous aussi on a commencé. Donc nous avons foi en eux et on sait que l'avenir est prometteur. Alors on s'est déplacé sérieusement pour venir les soutenir, pour dire que l'humour togolais a pris de l'envol et nous aussi on peut représenter valablement le Togo à l'étranger. Le public de Kara a passé une soirée agréable. On dit souvent le rire est thérapeutique et vraiment ce soir nous avons profité de nous déstresser, oublier le stress, oublier un peu de soucis. On a vraiment ri, on s'est éclaté, c'était très amusant. Ils méritent vraiment leur nom, les sénateurs du riz. J'ai beaucoup apprécié ce qu'ils ont fait cette soirée parce que c'est pas facile. Franchement, je leur tire un chapeau. 5 ans donc que les sénateurs du riz ont embrassé la carrière d'humoriste. Et nous restons toujours dans la cause, non pas pour le rire, mais plutôt pour la suite des luttes. Et voilà. Et on a lutté dans le canton de Pia ce mercredi pour le compte des demi-finales. La première rencontre opposait la coalition Akei Lao Kioude Nyama en blanc contre Djamde en bleu sur le terrain de l'école centrale. Et la deuxième demi-finale, les empoignades ont eu lieu sur le terrain rouge. La coalition Kadiaka Awidna et Koda en rouge affrontait Pita en blanc. Et tout ceci sous le regard du chef de l'État fort et Sezimna Nyazingbe. Le compte rendu et les résultats avec Arnaud Kilio. La première demi-finale du canton de Pika mettait aux prises la coalition Akei Lao Kioude Nyama en blanc contre Djamde en bleu sur le terrain de l'école centrale. Devant le chef de l'État, les lutteurs des deux coalitions ont doublé d'ardeur et de compétitivité pour maintenir leur place au classement à la finale. Chaque victoire permet donc aux lutteurs de mériter la confiance des encadreurs. Pour cette première demi-finale, la coalition Akei Lao Kioude Nyama a battu celle de Djamde avec une victoire écrasante chez les Evala, 50 réalisations contre 20 chez les Bleus. Eu égard à la qualité de la lutte observée chez les lutteurs, les encadreurs des Blancs restent confiants pour la suite de la compétition. La finale, il n'y aura pas de but. La personne là-bas, on aura 3-0. Premier rang. Notre premier rang sera toujours gardé demain. Et il va tracer les autres.
Chez les non-initiés, les Arrosa, la victoire n'a pas changé de camp. Les Bleus de Djamdé ont également mordu la poussière devant les Blancs en perdant 10 victoires contre 21. Dans le cas des Arrosa, on a vu qu'il y a eu une légère domination au niveau des Blancs, c'est-à-dire à Keki Unyama. Demain, je promets que mes Evala vont gagner. Après ces empoignades, les deux coalitions affûtent leurs armes pour la finale contre celle de Kadika, Awitina, Koda et Pita. Ces différentes rencontres vont permettre aux Evala de mieux se connaître et d'inscrire leur prouesse de lutte Evala dans l'histoire de leur génération. Pour la deuxième demi-finale, c'est sous une fine pluie que la coalition Kadika Awidina Koda affrontait Pita, toujours en présence du président de la République. Les lutteurs en rouge sont de la coalition Kadika Awidina Koda et ceux de Pita en blanc. Chez les Evala, les rouges gagnent les blancs sur un score de 11 contre 5. Comme leurs aînés, les Arrosa de Kadika, Awidina et Koda sont venus à bout de leur congénère de Pita avec 7 victoires contre 4. Après avoir offert au public un beau spectacle de part et d'autre, les deux coalitions se retrouvent pour la finale de jeudi contre celle de Lakei, Lao, Kiude, Chamde. Rendez-vous donc demain pour la grande finale à Pia, mais le chef de l'État a également suivi la finale ce mercredi du côté de Bourg et Bouro affrontait Borouba et c'est Bouro qui est sorti gagnant. Nous reviendrons tout à l'heure sur les résultats de cette finale. Le temps de vous rappeler une fois encore ce communiqué conjoint des ministres de l'hydraulique, de la santé et du commerce. En application de la loi numéro 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau, notamment en son article 74 qui stipule, je cite, le captage et la distribution
d'eau destinée à la consommation humaine à partir des réseaux privés, ainsi que son embouteillage et sa mise en sachet sont soumis respectivement à l'autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de l'eau sur avis de son collègue de la santé. Le ministre en charge de l'hydraulique, son collègue de la santé et celle du commerce et du tourisme rappellent une fois encore à tous les producteurs d'eau embouteillée et ou en sachet Pure Water que leur activité est subordonnée à l'obtention d'un agrément interministériel. À cet effet, tous les producteurs non agréés sont invités à se mettre impérativement en règle dans un délai d'1 mois à compter de la date de signature du présent communiqué. Et passé ce délai, les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par le Code de l'eau en son article 171. Et on en vient une fois encore également à cette réunion d'échange qui se tient depuis ce matin entre les femmes du réseau ouest-africain du secteur minier de l'UEMOA. La rencontre qui va leur permettre de mutualiser leurs expériences pour promouvoir le rôle de la femme dans ce secteur à dominance masculine. Lucas Cassi, Prudence Zissou. Les femmes du secteur minier de l'espace UEMOA partagent leurs expériences professionnelles. Il s'agit pour elles de faire l'état des lieux du programme d'activité triennal 2015-2018 mis en place par le réseau ouest-africain des femmes du secteur minier UEMOA. Ce programme ambitionne capitaliser les ressources minières et optimiser les retombées du dit secteur dans l'économie de chaque pays membre, puis valoriser les femmes dans ce domaine d'activité. Et pour la bonne marche du réseau, l'instance dirigeante élue en septembre dernier a été installée dans ses fonctions. Le défi à relever est de montrer que les femmes aujourd'hui font pratiquement les mêmes travaux que les hommes. Mais au-delà de ça, relever le défi qui est aussi de promouvoir l'artisanat minier et par rapport aux femmes. Avant donc l'installation du bureau, nous avons montré tout ce que les associations de chaque pays font. Justement, les délégations du réseau venues de toute l'Afrique de l'Ouest ont visité les infrastructures des sites de concassage et de maraîchage de Damadé, village situé dans la préfecture d'Agou. Ce qu'on a vu aujourd'hui au Togo, on peut le faire dans les autres pays, particulièrement au Sénégal. Parce que si c'est les ressources, ça existe là-bas. Pour le concassage, c'est le granit qu'on est en train de concasser ici. Au Sénégal, la plupart du temps, c'est le basalte qui est concassé ou bien en général du calcaire. Comme on a du granit, nous aussi, on peut nous inspirer de ce modèle et l'instaurer au Sénégal. Déjà, ça va permettre de revaloriser les matériaux de construction de notre pays. Ça va aussi permettre à nos femmes communautaires de pouvoir travailler, de pouvoir être autonomes financièrement parlant. Toutes les associations représentées ont mis en terre de jeunes plans à l'école primaire publique de Damadé. Une initiative de l'association des femmes du secteur minier ou en entreprise du Togo à FEMET. Cette réunion annuelle des associations des femmes du secteur minier est à sa 3e édition au Togo. Et je vous le disais, du 26 août prochain se tiendra à Lomé la 5e édition de la foire des jeunes entrepreneurs à Dafi. Une rencontre pour permettre aux jeunes opérateurs économiques de l'espace UEMOA de présenter leurs différents produits. Et la cérémonie officielle de lancement de cette 5e édition a eu lieu du côté d'Atakpami. Le compte rendu avec Yves Agbevivi.
Voici la cérémonie de lancement de la 5e édition de la Foire des jeunes entrepreneurs, une cérémonie tenue à Atakpamé ce 12 juillet 2016 dans la ville des Sept Collines. Prévue pour durer du 26 août au 12 septembre 2016, cette foire qui se tiendra sur l'aire de sport du lycée d'Aguanivé à Lomé offre plusieurs opportunités aux opérateurs togolais et de la sous-région. Les 4 éditions passées, nous avons choisi de lancer la foire à Lomé. Et alors que la foire est une manifestation nationale qui reçoit depuis 2013 les exposants des régions du pays, surtout avec nos partenaires du PNIASA, du FAEG et du PRADEB. Donc il est important que cette année on fasse un clin d'œil à ces partenaires-là, mais aussi à ces collègues entrepreneurs qui opèrent dans les régions, qui ont besoin de visibilité. Donc, la cérémonie d'ouverture officielle qui aura lieu le vendredi 26 août 2016 sera spécialement consacrée aux 5 ans d'existence de l'organisation. Le menu de cette foire fait une place de choix à la promotion des talents. Nous avons initié à cette édition 3 grands événements associés. Le premier, le challenge inter-école de talent entrepreneurial. Nous initions aussi le panier vert. Le panier vert est une compétition, un concours, oui, ouvert aux restaurateurs de la foire. 200 000 visiteurs sont attendus à la foire des jeunes entrepreneurs, édition 2016, une édition dite spéciale. Elle propose aux 250 exposants de l'espace UEMOA un site totalement rénové et restructuré, un cadre pensé pour que s'exprime le thème de la 5e édition, la compétitivité des entreprises de jeunes dans l'espace UEMOA. Et je vous disais également dans cette édition que pour une meilleure gestion du volontariat en Afrique, les responsables du volontariat de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de plusieurs pays d'Afrique, des pays francophones, lusophones et hispanophones, échangent leurs expériences depuis ce matin à Lomé. Et ensemble, ils vont trouver des stratégies pour faire profiter le volontariat non seulement à la société mais aussi au volontaire lui-même. Et avant de vous quitter, je vous rappelle également que c'était la finale ce mercredi du côté de Bou, dans le canton Bouro, rencontrait Bouba, et c'est Bouro qui est sorti gagnant de cette compétition, de ces dernières empoignades qui se sont déroulées sous le regard du chef de l'État Fort Zimna Nyazingbe. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur cette finale. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Bou. Au revoir.